Nous en serons autant les cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en... C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale sera... Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Allons au devant du matin, debout, mablons, chantons au vent, debout, amis. Je suis communiste, à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Ouais, bonjour Bernard Deschamps, merci de nous accueillir. Bonjour Florence, soyez les bienvenus à Montory. Merci, je vais te demander en fait pour commencer de te présenter un peu Merci. Eh bien, je suis un jeune homme qui est né en 1932. Mon enfance ne vous intéresse pas. Par contre, j'ai adhéré au Parti communiste français en 1951, Oui. alors que j'étais à l'école normale d'instituteurs de Poitiers. Alors c'était une évolution intellectuelle et une prise de position contre les guerres coloniales. Ma motivation principale, ça a été la lutte contre les guerres coloniales. Et c'est resté d'ailleurs le fil rouge de mon action depuis. Le service militaire, je l'ai fait à un moment où la guerre d'Indochine n'était pas encore terminée, puisqu'elle s'est terminée avec les accords de Genève en 1954. Et moi j'ai été incorporé en 1953. Et il était question à ce moment-là d'envoyer les jeunes appelés comme nous, qui faisaient leur service militaire, en Indochine, où il n'y avait que des militaires de carrière précédemment. Avec deux amis, j'ai organisé à Saint-Mexan une manifestation contre notre départ en Indochine, ce qui m'a valu une mutation disciplinaire dans un régiment disciplinaire à Bitche, en Moselle, et 4 mois de prison. 4 mois de prison, et c'était en hiver, il faisait froid en Moselle, hein, à Bitche. Donc j'ai été libéré du service militaire à la fin de la guerre d'Indochine. On n'a pas été envoyé donc en Indochine. Et j'ai été rappelé ensuite au Maroc, où là je suis tombé sur un commandant du bataillon qui était un ancien résistant et qui avait pris connaissance de mon dossier militaire et qui m'a dit: écoutez, si je vous mets avec le reste des soldats, il y a des anciens d'Indo qui sont des gens, voilà, vous risquez de prendre une balle dans le dos. Je vous mets à la base arrière, vous gérerez toute l'administration du bataillon. Donc j'ai été sans armes, en uniforme et sans armes, à Rabat. Je n'ai pas été dans l'unité combattante. Et au retour du service militaire, j'ai été nommé à Saint-Varan, un chef-lieu de canton. Et j'ai connu mon épouse, on s'est mariés, et j'ai été nommé à Aigues-Mortes à partir du 2 janvier 1956. Je suis arrivé à Aigues-Mortes en janvier 1956. Donc j'ai enseigné, le plus longtemps j'ai enseigné à Aigues-Mortes comme instituteur. Donc dans l'intervalle, j'ai dit, je m'étais marié, j'avais un petit garçon qui avait quelques mois quand je suis arrivé à Aigues-Mortes. C'est Frédéric, que vous avez vu tout à l'heure, qui était petit à l'époque, donc. Alors là, j'ai continué le combat, notamment organisé à partir d'avril 1956, quand Guy Mollet, le président du Conseil socialiste, a décidé d'envoyer, de rappeler des jeunes qui avaient fini leur service militaire pour les envoyer se battre en Algérie, puisque la guerre d'Algérie avait commencé depuis le 1er novembre 1954. Là, j'ai organisé avec des maires de jeunes appelés une manifestation en gare d'Aigues-Mortes pour les empêcher de partir. Donc là, rebelote, tribunal militaire, puis tribunal civil.
On a été 32 dans le Gard à être poursuivis. Je venais d'arriver à Aigues-Mortes en janvier. En juillet, il y a des élections et les camarades du parti m'ont demandé d'être tête de liste pour les élections. Quelques mois après mon arrivée à Aigues-Mortes, enfin, c'était singulier. Et toute la liste a été élue. Voilà. Donc j'ai été élu, j'ai laissé la place de maire à un camarade. Et puis arrive 1965. Émile Jourdan est élu, qui était secrétaire fédéral du parti, est élu maire de Nîmes. Et Émile Jourdan me demande de devenir son secrétaire. J'ai quitté l'enseignement donc en 1965, après 15 ans de service. Donc j'ai une retraite proportionnelle d'instituteur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai connu les camarades de Bagnols-sur-Cèze. J'ai commencé, la fédération m'avait demandé de donner un coup de main à la section de Bagnols. C'est là où j'ai pris contact avec les Bagnolais, où j'ai fait connaissance des Marcouliens. Marcoule, centrale nucléaire, pour la fabrication du plutonium. C'était donc une usine de destination à visée militaire. Donc on faisait périodiquement des manifestations contre Marcoule. Il n'y avait pas de cellules, il y avait un régime. Les syndicats eux-mêmes étaient clandestins, le parti n'existait pas. Enfin, il y avait un régime policier très très fort. Mais bon, j'avais des contacts avec un certain nombre de camarades qui par la suite deviendront des amis. Jean-Claude Moroni, qui était ingénieur, François Paco, ingénieur également, Laurette Bastaroli, Adrien Hauck, François Bacon, bref, Roger Roche, Gironès, Ardin, voilà. Et ils m'ont expliqué que, en définitive, les centrales nucléaires de Marcoule pouvaient être utilisées à autre chose qu'à faire du plutonium, mais ça pouvait aussi être contribuer pour la fabrication, pour la production d'électricité, pour aller vite, sans entrer dans les détails techniques. Et à partir de là, il y a eu une évolution dans l'opinion du parti. J'ai retrouvé un tract d'ailleurs que je vous montrerai tout à l'heure pour que vous puissiez le photographier, un tract de la section de Bagnols-sur-Cèze qui date de 1965, où pour la première fois, on avance l'idée d'une reconversion de Marcoule à des fins civiles. Si bien qu'après 68, il était difficile de maintenir ce statut militaire d'oppression antisyndicale, voilà. Et à ce moment-là, donc, les syndicats ont pu travailler au grand jour. Et c'est à ce moment-là que nous avons donc officialisé la création d'une cellule communiste, la cellule de Marcoule, qui a donc pu s'exprimer publiquement. Je vous montrerai le premier texte que nous avons élaboré, très étudié, très chiadé, qui date de 1969, je crois que c'est octobre, je vérifie, élaboré par la cellule, mais qui sera signé encore par la section de Bagnols-sur-Cèze, pour lui donner plus d'autorité. Et là, les revendications... Et alors là, on avance carrément l'idée de reconvertir, on donne des détails. Et ça a été un tournant dans l'activité du parti sur Bagnols-sur-Cèze. Ça aura d'ailleurs des incidences politiques importantes. Quand je serai élu député en 1978, j'aurai le soutien d'un certain nombre de gens à titre individuel, mais y compris, il y a des syndicats en dehors de la CGT qui vont me soutenir pour l'élection de 78. Vous voyez, donc il y a eu un progrès important à ce moment-là, qui était dû à l'évidence à un apport d'électorat qui venait de Marcoule. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été baptisé le député de Marcoule. Et je m'étais très engagé par la suite en faveur du projet de surrégénérateur dont les plans étaient très avancés et qui devaient être implantés à Saint-Étienne-des-Sorts. Je vous montrerai les plans tout à l'heure. Voilà, donc un engagement très fort en faveur de Marcoule. Je ne me déjuge pas sur cette question. Il y a une pression très forte à l'heure actuelle pour le remettre en cause. Je pense que toute l'industrie, toutes les industries présentent des risques, n'est-ce pas? Ce qui pose le problème non pas d'un refus de telle ou telle technique,
mais qui pose le problème d'une gestion démocratique de ces industries. Donc ça pose avec force la question de maintenir le secteur nucléaire dans le secteur public. Et une des difficultés à l'heure actuelle, c'est la privatisation rampante. C'était mon principal engagement, à la fois pour le développement. À ce moment-là, on continue à lutter pour l'exploitation minière dans le bassin minier des Cévennes, et pour le développement de Marcoule. J'ai d'ailleurs une photo que je vous montrerai avec une banderole, on est avec les mineurs. C'est pas simplement parce que j'avais Marcoule dans ma circonscription que le groupe communiste m'avait désigné. La direction du parti, connaissant mon engagement pour Marcoule et en même temps mon engagement en faveur des mineurs des Cévennes, me préparait à une autre tâche. Je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai appris ensuite en 1981, la tâche à laquelle me préparait la direction du parti. En 1981, Mitterrand donc est élu. J'avais un bon bilan, mais dans la foulée de Mitterrand, de l'élection de Mitterrand, les élections législatives qui ont suivi, je suis devancé par le socialiste, c'est le Bagnolais Benedetti, qui deviendra maire de Bagnoles, qui me devance, je me désiste en sa faveur, on fait un meeting commun à Bagnoles, etc. etc. Et donc, une assemblée à dominante socialiste est élue, Mitterrand est président de la République, et l'engagement avait été pris qu'il y ait des ministres communistes. Et le parti me propose parmi les 4 ministres communistes. C'est là où j'ai appris qu'on m'avait préparé à ça pour que je prenne la responsabilité de l'énergie. Mais Mitterrand a refusé. Alors il a refusé comme prétexte que j'avais été battu et devancé aux élections législatives. Donc son objectif c'était effectivement de gagner la mairie de Bagnols-sur-Cèze, donc il ne voulait pas que celui qui avait été devancé par le député socialiste reprenne le pas sur lui en devenant ministre. Tu vois. Et l'autre raison, alors qu'il ne m'a jamais dite, mais je sais par différents échos, c'est que pendant la guerre d'Algérie, j'étais très engagé contre Mitterrand. C'est le garde des Sceaux sous lequel il y a eu le plus d'exécutions de patriotes algériens. C'est lui qui est intervenu auprès de René Coty pour que le communiste Fernand Yveton, qui était condamné à mort, soit guillotiné. Alors que la bombe qu'il avait posée n'a pas explosé. Je suis allé d'ailleurs sur la... chaque fois que je vais en Algérie, je vais sur la tombe de Fernand Yveton, le cimetière de Bollorine, au pied de Notre-Dame d'Afrique. Comment vous dire ça? C'est la tombe de quelqu'un qui a été raccourci. Plus petite que les autres, sa tombe. Voilà, donc je vais me recueillir sur sa tombe. Mitterrand était intervenu auprès de... René Coty était près à le gracier. Il avait été condamné à mort, il n'était pas le gracier, et Mitterrand est intervenu auprès de lui pour qu'il ne soit pas gracié. Vous comprenez pourquoi, avec toutes ces choses, l'Algérie me tient tant à cœur. Et alors, je ne connaissais pas physiquement l'Algérie. Je connaissais beaucoup d'Algériens, je m'étais engagé pour le peuple algérien, mais je ne connaissais pas le pays. Je n'ai connu l'Algérie qu'à partir du moment où j'étais à la retraite. Depuis 2001, je connais l'Algérie. Et alors, mon amour, mon affection pour le peuple algérien, ma jeunesse, mes combats, et ce pays que j'ai découvert qui est fabuleusement beau, voilà, j'en suis tombé amoureux. Et c'est devenu pratiquement ma deuxième patrie. Quand je vais là-bas, j'y vais 2 fois par an en général. Donc j'ai des amis des 2 bords qui me reçoivent comme tel et que je réussis je fais un repas à Alger à chaque fois où je les réunis, ceux d'Alger. Et ils m'acceptent comme tel. Donc je suis dans des conditions tout à fait singulières et chaleureuses quand je... Ma ville de cœur c'est Alger et la seconde c'est Constantine. Est-ce que tu pourrais nous parler des personnes qui
t'ont marqué dans tes combats, dans ta vie de militant Les gens qui m'ont marqué, oh, il y en a beaucoup, hein. Je suis la résultante de beaucoup d'influences. Je suis arrière-petit-fils de Chouans. Mes arrière-arrière-arrière-grands-pères paternels étaient des paysans qui ont combattu la République. Et alors, ça m'amène à vous faire part d'une réflexion qui a une incidence politique. Les paysans de Vendée, des Deux-Sèvres et du sud de la Bretagne ont été en France les premiers à s'attaquer aux seigneurs et aux châteaux forts. Ça a été les premiers révolutionnaires, bien avant 1789, et surtout au début de 89, mais avant la prise de la Bastille. Et puis, quand la République s'est attaquée aux prêtres, en les obligeant à prêter serment, ils ont viré leur cutie. Et ils sont passés du côté des royalistes. Mais ça m'a toujours marqué, il ne faut pas s'attaquer à la croyance religieuse, déjà. Il faut défendre ses idées, il faut argumenter, mais pas porter atteinte, pas se moquer, pas crier. Respecter la foi religieuse. Ça marque encore mon combat d'aujourd'hui. C'est aussi une des dimensions qui fait que je suis opposé à ce qu'on appelle le laïcisme. Je ne suis pas la laïcité, mais contre les laïcards. Par rapport à l'islam également, voilà, le jour du procès d'ailleurs que j'ai fait là, à l'extrême droite, j'ai dit des choses à propos de l'islam. Ce n'est pas une religion différente des autres. Quelqu'un pour lequel j'avais une très très grande affection et qui a eu une influence importante sur moi, c'est Jean Canapa, qui était un universitaire de la même génération que Jean-Paul Sartre, et qui ensuite est devenu le responsable national de la politique extérieure du Parti communiste français. C'était vraiment le ministre des Affaires étrangères du Parti communiste, un grand monsieur avec autour de lui une équipe extraordinaire. Et Jean Canapa, donc, j'ai d'autant plus bien connu que c'est lui qui a été désigné pour, comme on disait à l'époque, suivre la Fédération communiste du Gard au moment où moi j'étais secrétaire départemental, secrétaire fédéral. Donc on a beaucoup travaillé ensemble pendant plusieurs années. Donc Jean Canapa, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Émile Jourdan, qui a été pour moi un bon maître, secrétaire fédéral du parti, puis maire de Nîmes, et dont j'étais le secrétaire. Et c'est pour lui que j'ai quitté l'enseignement en 1965, alors qu'auparavant je n'avais pas voulu, j'avais refusé. Et là, il m'a appris une chose importante, Émile Jourdan, que j'ai ensuite mis en application quand j'ai moi-même été élu. Il ne faut pas, quand on est élu, vouloir à tout prix placer ses amis dans les postes de responsabilité. Il faut savoir travailler avec des gens d'opinions politiques différentes, respecter la carrière des fonctionnaires, pas simplement pour une raison éthique, mais pour une autre raison qui est que quand on est élu, on a besoin d'avoir des oppositions, des points de vue contradictoires. Voilà, et moi j'ai toujours respecté ça. Quand j'ai été en responsabilité au Conseil général, j'ai également beaucoup travaillé. J'ai refusé d'avoir un cabinet. J'avais pourtant la plus grosse responsabilité, l'action sociale, hein, la moitié du budget du département. Je travaillais directement avec les fonctionnaires en place, dont aucun n'était communiste. Et puis tu as connu aussi Danton Tibes. Et alors, j'ai connu Danton Tibes qui était un paysan de Tresques, qui était en 1936 secrétaire de la cellule de Tresques du parti, non, en 1932 secrétaire de la cellule, l'année de ma naissance, secrétaire de la cellule de Tresques, puis il est resté plusieurs années. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le parti. C'est un parti qui était très marqué par les paysans Bagnols-sur-Cèze. Et puis une autre bagnolaise, si l'on peut dire, Jacqueline Brett-André. C'est grâce à elle que j'ai découvert le musée.
elle a été membre de... alors, je n'ai pas retrouvé le texte, mais elle a co-présidé, je ne me rappelle plus à quelle élection, je ne me rappelle plus laquelle, je n'ai pas retrouvé le texte. Elle a co-présidé mon comité de soutien avec Jean-Pierre Chabrol pour une élection législative. Jacqueline, dame, grande prestance. Et je garde une grande affection, j'aime beaucoup ce musée de Bagnols-sur-Cèze. Très beaux impressionnistes, magnifiques tableaux. C'est bien qu'il y ait l'association qui... Voilà, et puis enfin, si quand même je veux vous dire quelqu'un qui m'a alors beaucoup marqué, avec qui on a correspondu jusqu'à ces derniers moments, c'est Henri Alleg. Henri Alleg est un personnage mythique, puisque c'était le dirigeant d'Alger républicain, membre de la direction du Parti communiste algérien, qui a été arrêté à Alger et torturé, et qui a réussi à faire sortir par l'intermédiaire de ses avocats le texte qu'il avait écrit en catimini, La Question. Lui s'en est sorti, Maurice Audin ne s'en est pas sorti. À un moment, il raconte Henri, pendant qu'il est interrogé, enfin avant qu'il soit interrogé, les tortionnaires font venir Maurice Audin. Et Maurice Audin lui dit c'est dur, Henri. Et lui, il restera. Hein. On n'a toujours pas retrouvé son corps. Hein. Tout à l'heure, tu me parlais d'Étienne Écuvillon. Alors, Étienne. Alors, je vais commencer par une anecdote pour Étienne. Quand j'ai sorti à la retraite, quand je me suis lancé dans l'étude de l'histoire des mineurs algériens des Cévennes et de la guerre d'Algérie dans le Gard, comme je parlais d'Étienne dans mon livre, puisqu'il était secrétaire de la section du parti et auparavant responsable des jeunesses communistes à Bagnols, et qu'il avait organisé une manifestation de jeunes à Bagnols contre la guerre d'Alger en 1961, donc je parlais de lui, je lui avais envoyé mon livre, qui était édité par les éditions Le Temps des Cerises. Il lit ce livre, il a un coup de cœur, et il fait sur le champ un dessin, une peinture sur bois, un coup de cœur, un dessin, une peinture de manif. Il me l'offre. Et quand j'ai réédité ensuite mes livres, c'est ce que j'ai pris comme couverture. Donc la couverture est d'Étienne. Voilà, Étienne, qui est-ce qui n'aimerait pas Étienne Écuvillon? Une chaleur, une épaisseur humaine extraordinaire. Un engagement politique, un courage politique et physique. Parce qu'il faut que vous le sachiez, Bagnols-sur-Cèze est un endroit où la lutte politique était physique. Hein. Au moment de la guerre d'Algérie, il y avait tout un noyau de gens d'extrême droite, hein, où on se maillotchait à coups de pioche. Hein. Les affichages, c'était homérique. Hein. Donc Étienne faisait partie des gens courageux, hein, et en même temps il était costaud. Quoi, hein. Oui, ça aide. Voilà, ça a été un grand responsable de la section. Et en même temps un peintre que j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et après, si ça ne t'ennuie pas, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision du communisme? Oui. Alors il y en a qui disent qu'il est à inventer. C'est vrai, mais ça mérite une explication sur l'histoire. L'expérience de l'Union soviétique et des pays socialistes était-elle des expériences communistes? Certains disent non. Moi je dis oui avec tous leurs défauts et toutes les déviations qu'elles ont eues au bout d'un certain temps. Mais ces déviations sont dues, à mon sens, mais je ne développerai pas aujourd'hui, mais il y a eu plein de choses qui ont été écrites, ces déviations sont dues aux conditions historiques dans lesquelles le socialisme a été instauré en Union soviétique en 1917, et ensuite les conditions de la guerre froide qui a été imposée, et tout ce que ça a impliqué en retour de la guerre froide,
de mesures dictatoriales, autoritaires, etc., etc. Ces réserves faites, le communisme est inventé à partir des gens, dans une construction qui nécessitera nécessairement une série de ruptures. Je ne dis pas une rupture, il ne faut pas croire qu'on va faire la révolution un soir et puis que ce sera, le lendemain on sera régime communiste. Il n'y a pas une étape socialiste avant l'étape du communisme. Il faut se fixer comme objectif le communisme avec l'appropriation collective des moyens de production et d'échange. Il faut remettre en cause la propriété privée des moyens de production et d'échange. Voilà, on est arrivé maintenant à une époque, vous voyez bien avec le pourrissement du monde, on est arrivé à une époque de pourrissement du capitalisme, qui se pourrit et qui pourrit également le reste. J'espère qu'on ne va pas se laisser pourrir. Mais on est arrivé à un moment où on ne peut plus se contenter d'améliorations à la marge. Alors bien évidemment, les améliorations à la marge, il faut les obtenir, parce que c'est toujours mieux que rien. Et puis ça donne des forces et ça donne confiance dans l'avenir. Mais il ne faut pas s'en contenter. Il faut se fixer des objectifs de rupture fondamentale. Et notamment la remise en cause des moyens de production, propriété privée, des moyens de production. Et on est maintenant dans une phase où, qui est compliquée parce qu'à la fois il y a pourrissement du capitalisme qui devient de plus en plus inhumain, il y a une montée des luttes populaires sous différentes formes, et en même temps il y a eu un recul idéologique inhérent à la forme de socialisme instaurée en Union soviétique et dans les pays socialistes et à la chute du mur et à la chute du communisme. Donc il y a à la fois montée des mécontentements, des luttes, des colères, et un recul idéologique qu'il nous faut combler. Donc on a un gros travail politique à faire. Donc mouvement de colère sans précédent, et on assiste à ça dans le monde entier, hein, et en même temps des problèmes idéologiques cruciaux à résoudre sur lesquels il faut qu'on avance. Voilà. Donc un gros travail nécessaire. Plus que jamais, on a besoin de parti communiste. C'était comme une féerie. Aujourd'hui, le peuple est le maître. Il se promène dans Paris. Il met ses drapeaux aux fenêtres. Enfants chantés et rechantés. Le pain, la paix, la liberté. Perpétuel temps des cerises, c'était un grand bal bleu et blanc, dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique, les chansons de la République. C'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs-volants. Oh, di da, di da, da, da. Da ba da ba da, ya da da da,